Bon, je suis là en train de préparer mon sac pour demain et je suis en train de me faire une réflexion. On est en 2025 et j'utilise encore un boîtier qui date de 2021 et qui est complètement manuel. Pourquoi je n'achète pas un boîtier qui a tout ce qu'il faut en termes d'automatisme, l'autofocus, la stabilisation, plus compact, plus léger, monter en ISO, bref. Pourquoi je me trimballe encore avec ça, là, avec ce gros truc-là, qui est la Blackmagic 6K Pro, caméra qui est sortie en 2021, dont plus personne ne parle depuis que la Pixie est sortie. Donc pour te dire que en termes de faire des vues en parlant caméra avec cette caméra-là, c'est même pas la peine. Chaque fois que je cherche une information dessus, je tombe sur des vidéos qui datent de 3 ans, 3, 4 ans, voilà, t'as capté. Donc qu'est-ce qui fait que voilà, je continue à utiliser ce boîtier-là? Pourquoi je le vends pas et je m'en achète directement un autre? Pourquoi je continue à faire de la production sur un boîtier qui est manuel et que je ne passe pas sur un truc qui est automatique? Tu es en train de voir que je galère parce que je cherche un bouton en particulier. Ah, c'est bon, il est là. Voilà. Pourquoi je tourne encore, pourquoi je produis encore mes vidéos et je m'encombre encore avec ce genre de bête là, ce gros truc là? Pourquoi je me prends pas, je sais pas moi, un Sony FX3? Alors ce n'est pas ce que j'ai là, mais imagine, regardez la différence de taille. Un boîtier Sony, c'est petit, c'est compact, c'est léger, autofocus, stabilisation, montée en ISO. Voilà, pourquoi je produis pas avec ça, chose d'automatique? Pourquoi je me prends la tête avec ça, les gars? Mais vraiment. Ben, tu sais quoi, pendant que je me faisais cette réflexion-là, la solution, en fait, la réponse, elle est venue toute seule. Elle est venue d'elle-même. Prends le cas où tu apprends à conduire, ok? Tu apprends à conduire, tu passes ton permis. Il y a ceux qui peuvent maintenant, grâce à la technologie, et avant, c'était pas mon cas. Pour ça, il fallait habiter aux États-Unis pour avoir cette spécificité-là. Mais maintenant, tu peux apprendre à conduire en utilisant les voitures avec les boîtes de vitesse automatiques. Ok, la voiture fait tout, elle réfléchit à ta place pour rétrograder, pour passer les vitesses, tu te prends pas la tête, tu réfléchis uniquement à ta vitesse, ton freinage et ce qu'il y a autour de toi, ton environnement. Et c'est très bien, c'est très bien, c'est moins de stress, j'avoue, moi je conduis en automatique, dans les embouteillages, moins de stress, moins de fatigue, c'est beaucoup plus serein, la route est beaucoup plus agréable et tout. Cependant, j'ai quand même appris à passer mon permis sur un véhicule avec une boîte de vitesse manuelle. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut quand même que tu maîtrises ton environnement, l'outil, et que tu comprennes ce que tu fais en fait. C'est parce que je suis passé en manuel que je comprends comment on pilote, comment on conduit. Parce que pour faire la différence, j'ai quelqu'un que je connais qui lui a commencé à apprendre uniquement sur une voiture automatique. Ben, il est incapable de conduire une voiture à boîte vitesse manuelle, mais vraiment incapable. Alors, c'est pas une fin en soi, ça va pas ruiner sa vie, ça va pas lui cacher l'expérience de la conduite. Le monde évolue, je suis d'accord, je passe sur ce principe-là. Mais j'ai l'impression qu'en termes d'expérience, en termes d'apprentissage, en termes de connaissances, tu perds quelque chose. Regarde, tu fais la différence. Quelqu'un qui apprend à conduire sur un véhicule manuel qui ensuite passe sur un véhicule automatique, je pense qu'il aura une expertise et une maîtrise du véhicule qui sera beaucoup plus élevée que l'inverse. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu me le dis en commentaire. Et je reviens un petit peu au fait de pourquoi j'utilise un boîtier qui est 100% manuel plutôt qu'automatique. C'est que je maîtrise ce que je fais. Le fait d'avoir commencé sur un boîtier manuel, je comprends ce que c'est que la distance du focus, la distance de la zone de netteté. Savoir qu'à un certain nombre, à 1 mètre, tu as une zone qui est floue et tu as la zone qui est nette et tu as plus l'infini. Donc je comprends quel objectif j'utilise, je comprends quel micro je dois prendre. Par exemple, si il y a une interview à faire, je sais quel type de micro je dois utiliser. Pas parce que le boîtier, tout simplement, peut à lui seul combler l'espace, je sais pas quoi, parce qu'il a un micro cartoïde, je sais pas. Bref, en fait, c'est pas le boîtier qui fait tout à ma place. Je sais ce que je veux et je mets à disposition le matériel pour arriver à mes fins. Et je maîtrise ce que je fais. Donc oui, dans un certain cas, avoir un boîtier automatique, ça fait gagner du temps. Mais est-ce que tu as vraiment besoin que de ça, gagner du temps? Parce que c'est ce que j'entends comme réponse qu'on me dit. Oui, prends-toi un FX, tu gagnes du temps sur tes tournages. Mais est-ce que c'est pas ça le problème en fait? Gagner du temps. Pourquoi tu veux gagner du temps? Tu n'as pas plutôt envie de te poser et de maîtriser ce que tu fais pour être fier du résultat en te disant que si là c'était net et que c'est beau et qu'il y a la lumière, machin et tout ça, c'est parce que toi tu as fait ce qu'il faut pour que ça puisse avoir ce résultat-là. T'as pas tout simplement posé ta caméra et appuyé sur REC et la caméra a fait la correction d'exposition, il a été chercher le sujet, il a verrouillé le sujet,
qui veut dire qu'il garde le sujet net, machin et tout. Elle est où ta fierté artistique? Donc les boîtiers automatiques sont très bien pour du run and gun, pour de l'événementiel. Alors là, je suis d'accord. Je te dis clairement, je ferai pas de l'événementiel avec ça parce que j'ai besoin d'aller vite. Là, oui, il faut que ça ne loupe pas. Et là, je suis d'accord pour avoir un boîtier automatique. C'est un peu en F1. Quand tu vois la vitesse à laquelle les véhicules passent dans les virages, pardon, mais mettre une boîte manuelle sur une Formule 1, tu vois, sur une Formule 1, c'est complètement de la folie et de la bêtise. Parce que les conditions de performance, l'automatique sera beaucoup plus rapide que justement la mécanique, que le manuel. Là, je suis d'accord. À l'inverse, par exemple, sur un rallye, je ne sais pas si sur du rallye, les boîtes de vitesse se passent de manière automatique sur certains. Je pense que oui, ils ont le gros manche là. Oui. Donc ce que je dis n'a aucun sens puisque en rallye, il passe aussi l'automatique avec le gros manche là. Ouais. Ça se tient. Mais tu vois ce que je veux dire? En termes de réalisation, quand tu maîtrises et tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi, tu sais ce que tu vas automatiser. Tu vois le truc ou pas? Maintenant que je sais ce que je suis capable de faire parce que je maîtrise ma zone de netteté, ma stabilisation, je sais comment tenir un boîtier pour avoir un cadre, on va dire, stabilisé. Je connais la distance qu'il faut avoir avec mon focal pour avoir une zone nette et une zone floue. Voilà, bon, c'est vrai que le boîtier, il est lourd, mais je sais faire la différence entre quand avoir une image qui demande à avoir un peu de mouvement et poser justement cette image sur trépied. Par exemple, si je fais une interview, je vais pas tenir ma caméra comme ça pour avoir du mouvement dans l'image. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt d'avoir pendant 5 minutes d'interview l'image qui bouge. Au contraire, c'est pas agréable à regarder. Par contre, une scène qui demande de l'animation, qui demande que ça bouge un peu, voilà, je le ferai à main levée pour accentuer le côté de l'action. Par exemple, deux gars qui sont en train de se fight, oui, ça je le ferai à la main levée et avec des petits mouvements de caméra pour justement accentuer les mouvements de la scène de combat qu'il y aura. Une scène qui demande de l'intensité, voilà, on va venir y mettre un petit peu de mouvement. Sinon, on reste stable, on reste plat et on filme. Mais généralement, ces boîtiers-là sont plutôt pour la production. Et si vous regardez bien, en 2025, du côté de Blackmagic en tout cas, ils n'ont toujours pas sorti de boîtier automatique. Comme par exemple ces autres concurrents chez Sony, Canon, même Nikon, qui eux ont des boîtiers avec un autofocus, une stabilisation, tout ça et compagnie, qui est en automatique. Je ne sais pas si Blackmagic jusqu'à présent a sorti un boîtier avec des compétences et des spécificités automatiques. Par exemple, vous avez Harry qui n'en a toujours pas sorti. En tout cas, j'ai pas l'impression. En tout cas, si c'est sorti, dites-le moi en commentaire. Vous avez les RED. En fait, les boîtiers qui se disent de production, quand vous regardez bien, ils gardent ce côté manuel de l'outil parce que derrière, il y a un opérateur. Derrière, il y a un technicien. Derrière, il y a quelqu'un qui a un besoin, qui a une volonté, qui a une vision et qui a besoin que la machine fasse ce qu'il demande, pas ce que la machine a envie de faire. Ça m'est arrivé des fois, quand je faisais mes productions et je me mettais en automatique et je suis un peu le sujet, tu sais pas pourquoi, le focus, il part, il s'en va, il va chercher quelqu'un d'autre. Bon, maintenant la technologie qu'on a, ça a réglé ce problème-là, et c'est justement là mon point, qui est que je pense que pour commencer, tu devrais d'abord utiliser du manuel. Donc si tu as un boîtier qui est automatique, je te donne un petit jeu à faire. Désactive tout ce qui est automatique sur ton boîtier et fais une production en full manuel. Et franchement, si tu galères pas, si tu arrives à t'en sortir, je pense que tu verras que c'est beaucoup plus fun quand tu fais ta production et que c'est toi qui maîtrises ton boîtier plutôt que ton boîtier fait tout à ta place et que tu maîtrises sur rien en fait. Teste-le et dis-moi en commentaire comment tu t'es senti. Tu prends ton boîtier, t'enlèves tout l'équipement automatique dessus, tu passes en full manuel, tu réalises et après tu me dis ce que t'en penses. Donc voilà moi ce que j'en pense de filmer en automatique ou filmer en manuel. Je pense que l'automatique c'est bien dans certaines circonstances, c'est bien dans certaines configurations, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut pas trop en dépendre. C'est un peu comme maintenant on a une sorte de petit combat entre l'intelligence artificielle qui va prendre le travail des gens. Je pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer à 100% l'humain parce qu'il y aura toujours besoin de ce côté que nous on a d'imagination, de vision, de tout ça. C'est nous qui mettons dans la machine ce dont il a besoin pour fonctionner. Donc du coup, je pense que l'humain sera, pour l'instant, en tout cas avec la technologie qu'on a, il aura toujours un pas en avant, toujours un pas devant. Ok ? Mais
Par contre, l'intelligence artificielle peut être un très bon outil en termes de production, et c'est un très bon outil pour aller au-delà de ses visions, au-delà de ce qu'on a besoin. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut utiliser l'automatisme. C'est une fois que tu maîtrises ton sujet, tu l'utilises pour qu'il puisse t'apporter des choses en plus. Pas qu'il fasse tout à ta place. D'où je reviens un petit peu à mon pilote, que j'allais dire, le pilote de course automobile. C'est que le gars qui a l'habitude et qui a commencé à faire du manuel et qui ensuite passe sur un automatique, du coup, il a une sensation de maîtrise et de liberté, je pense, qui est beaucoup plus élevé que celui qui, lui, commence sur de l'automatique et passe sur un manuel. Il aura plus l'impression qu'il est en contrainte. Après, une fois que tu maîtrises, tu vas voir à quel point c'est fun. Mais sur un point de vue purement logique, commencer sur du manuel pour ensuite partir sur de l'automatisme, je pense que c'est la bonne chose. Moi, c'est ce qui m'a en tout cas permis de maîtriser pas mal de choses, de maîtriser ma lumière, de maîtriser ma valeur de cadre, de maîtriser à quel moment on passe sur du focus, à quel moment de jouer avec la zone de netteté, la zone de flou. Voilà, parce que ce n'est pas le boîtier qui fait tout à ma place. C'est moi qui décide de lui dire telle partie, tu me le mets en flou, telle partie, je veux que telle partie soit en flou, telle partie soit nette. C'est une réflexion que j'ai. C'est vraiment pas le boîtier qui fait tout seul. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes en 2025 et je continue encore à utiliser un boîtier qui se dit manuel, qui se veut avec une utilisation où l'opérateur, qui veut dire moi, la personne qui est derrière, doit être focus sur ce qu'elle fait. Et si ça rate, c'est ta faute en fait. Là, il n'y a pas histoire de dire la machine. Si ça rate, c'est toi. Et voilà quoi. Tu peux pas te cacher derrière ton boîtier. Te dire que oui, bon, c'est là, la machine, elle n'a pas fait le focus. Ah bah tiens, plus de batterie dans celui-là. Donc oui, 2025, je suis encore et toujours sur un boîtier qui demande à ce que je lui dise ce que je veux faire. Et ça me convient, ça me va parfaitement. C'est ma manière de bosser. Donc dis-moi en commentaire comment tu bosses. Est-ce que tu privilégies plutôt le 100% automatique par rapport à ce que tu fais, parce que tu n'as pas forcément le temps de réfléchir à tout ce que je viens de dire, ou sinon, si tu préfères, tout comme moi, maîtriser ton environnement, maîtriser ton boîtier, lui donner les instructions, lui dire ce que tu veux, et compagnie et tout ça. Et je n'ai pas ce point de vue-là uniquement en vidéo, j'ai aussi le même point de vue en photo, qui veut dire que je pense que pour commencer, c'est bien d'avoir un boîtier qui soit capable d'avoir un très bon autofocus et une stabilisation, c'est vrai. Mais si tu veux t'entraîner pour comprendre ce que tu fais, désactive tout ce qui est automatique sur ton boîtier et sors et prends des photos. Par exemple, quand je suis sur de l'événementiel et que je prenais mes photos en automatique et tout, j'étais obligé de shooter plusieurs fois ou en rafale, donc d'avoir une masse de photos parce que parfois la mise au point, elle n'était pas fiable. Donc effectivement, oui, on a maintenant des boîtiers qui sont beaucoup plus fiables. Donc mon discours depuis ce début là, peut-être il tombe à l'eau. Mais juste pour le concept, juste pour l'apprentissage, juste pour le développement, ton développement artistique, ton développement personnel, le fait de maîtriser ce que tu fais, c'est beaucoup plus intéressant de savoir pourquoi tu as appuyé sur le déclencheur et que tu as voulu prendre ce cadrage, cette photo, avec cette vitesse, avec cette vision-là, avec cette zone qui est nette, cette zone qui est floue. C'est pas le boîtier qui l'a fait tout seul. Parce que j'en vois plein qui, en DM, me posent des questions, qui me disent « Oui, je comprends pas pourquoi quand je fais mes photos, souvent derrière il est flou, ou bien quand je fais mes photos de portrait, en fait les oreilles sont nettes et le visage est flou, alors que quand je fais la mise au point, je vois bien que c'est... Voilà. En fait, parce qu'ils ne maîtrisent pas la distance. Il faut te dire que quand tu vas faire ta photo, par rapport à ton focal, il y a une distance à respecter. Qui fait qu'au premier plan, il y aura une zone qui sera complètement floue, et ensuite ton sujet rentre dans sa zone de netteté, et après, tout ce qui est derrière, selon la profondeur de champ et la valeur de cadre que tu as mis sur ton ouverture, ça va être plus ou moins fermé. Bon, pour ceux qui ne sont pas trop dans la technique, vous allez rien comprendre. Pour ceux qui sont dans la technique, je pense que vous avez capté ce que je veux dire. En fait, ton boîtier, on t'a appris que le f2.8 ou f1.8, machin, tout ça, c'est pour la rentrée de lumière, mais c'est un peu plus technique que ça. Ça, c'est la zone qui sera nette par rapport à la zone qui sera floue. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je n'utilise pas mon ouverture comme
d'entrée de lumière. Oui, ça a un impact sur la lumière, mais ça a un plus grand impact sur ma zone de netteté que sur ma lumière. Même si que ça a un impact sur les deux. Mais bref, tu as capté ce que je veux dire. Qui fait que tu peux être à 1,4, tu es content, tu vas avoir un super flou derrière plan, un truc artistique à faire bander les mouches, mais ton visage n'est pas net. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à la bonne distance pour que ton sujet soit dans la zone ou à f1.4, il soit net par rapport à toi, la distance que tu as toi et ton sujet. Donc ça, tu l'apprends que quand tu es en manuel. Parce que oui, quand tu es en manuel, tu vois directement ce que tu fais. Quand tu es en automatique, il va te mettre que oui, c'est net, mais des fois, quand tu arrives sur ton ordi et tu vois que ton image n'est pas nette. Alors qu'en manuel, là où tu peux utiliser l'automatique de ton boîtier, c'est que quand tu vas aller faire ton zoom, ok, ton boîtier va te faire une sorte d'agrandissement et il va te montrer clairement si ce que tu es en train de régler est net ou flou. Donc, pareil en photo. Tu sais quoi? Tu prends ton boîtier, tu désactives tout et tu fais un shoot. Moi, ce qui m'a aidé particulièrement à comprendre mon équipement, comprendre le matériel dont j'ai besoin, c'est justement parce que j'ai commencé à prendre la photo sur des boîtiers qui étaient pourris, qui n'avaient pas une très grande montée en ISO, qui n'étaient pas stabilisés, qui n'avaient pas de autofocus. Les gars, je sais même pas comment j'ai fait pour faire ça. Et s'il y en a parmi vous, vous savez comment on fait pour avoir ça sur les Sony, dites-le moi en commentaire. À chaque fois, j'essaie de le faire, j'y arrive pas. Là, j'ai réussi. Dites-moi en commentaire comment on fait ça, s'il vous plaît. Donc je disais, c'est parce que j'ai commencé à apprendre sur des vieux boîtiers à l'ancienne qui n'avaient pas d'autofocus, qui n'avaient pas de mise au point automatique et tout ça et compagnie, que ça m'a permis de développer mon regard, l'œil, tous ces paramètres-là que justement maintenant en 2025, ton boîtier va faire 80% du temps à ta place. Et encore une fois, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est nul, je dis juste que c'est dommage si tu commences et tu pars déjà tout en full automatique. Et je te promets, le jour où tu voudras avoir et maîtriser ce que tu fais, par exemple, tu voudras une lumière particulière, tu voudras avoir une zone de netteté particulière, tu voudras avoir un cadrage particulier, ben, vu que tu as commencé et tu t'es beaucoup relayé sur ton boîtier qui a fait presque tout, ben, soit le jour où on va te mettre un boîtier pro dans les mains qui lui demande à ce que tu comprennes ce que tu fais, tu vois, ok, quand tu vas vouloir step up, ben, tu vas un peu galérer, sauf si tu arrives très rapidement à comprendre ce que tu fais, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Il est préférable de commencer sur un boîtier qui te permet de comprendre ce que tu fais et ensuite tu sauras exactement quel type de boîtier tu veux. Ça pourra répondre à la question de beaucoup quand ils me demandent chez qui je dois aller, quelle est la meilleure marque d'appareil photo, quelle est la meilleure marque d'appareil vidéo, parce que vous vous relayez, vous sortez pour la plupart de votre téléphone et vous voulez passer directement sur un produit pro, mais le téléphone il a fait presque la plupart du temps 80% du travail à votre place et il vous a sûrement, voire beaucoup pour certains, biaisé sur tout ce qui est concept de gestion de la lumière. Parce que oui, ton téléphone, son capteur, il est beaucoup plus petit que par exemple soit le full frame, soit le plein format ou le micro 4 tiers ou le Super 35, en tout cas le boîtier semi-pro ou professionnel que tu vas prendre après derrière. Dis-toi que le capteur de ton téléphone, on va dire, il est petit comme ça. Donc, quelle que soit la source de lumière qui vient taper dessus, forcément, vu comment il est petit, c'est assez puissant pour couvrir tout le capteur et la scène est éclairée. C'est pour ça que beaucoup me disent surtout quand je suis en mariage, oui, je comprends pas, pourtant avec mon téléphone les photos sortent beaucoup mieux. Mais je resterai poli parce que au moment où je fais cette vidéo là, mes enfants sont encore debout, mais c'est des gens, heureusement que je suis poli, mais t'as envie de les insulter tellement fort. Tu viens me présenter ta photo, regarde, pas besoin d'un appareil photo pour faire de belles vidéos, pour faire de belles images. Mec, c'est un petit peu celui qui prend sa voiture sans permis et qui me dit, même avec une voiture sans permis, je peux arriver à destination. Oui, mais en termes de confort, en termes de temps, en termes de... Tu vois, tout. Bref, je vais m'arrêter là pour l'exemple. Mais bon, c'est un mauvais exemple de dire aux gens, oui, sur mon téléphone, c'est mieux que sur le boîtier. Le boîtier, le capteur, il est beaucoup plus grand, donc il a besoin de beaucoup plus de sources de lumière pour éclairer toute la zone. Là où ton petit capteur de rien du tout sur ton téléphone, lui, il n'en a pas besoin d'autant.
Ok, donc c'est pour ça que maintenant sur les téléphones, on a une capacité de prise de vidéo, de prise de photo qui est extraordinaire et qu'on peut dire oui, tu n'as plus besoin d'avoir un appareil pro pour faire de belles photos et de belles vidéos. Oui, mais ça n'a pas le même rapport, ce n'est pas le même équipement, ce n'est pas la même demande et ce n'est pas pour le même résultat. Donc quand tu passes de ton téléphone à un boîtier, on va dire pro, ok, et que tu ne sais pas ce que tu faisais, tu vas galérer. Quand tu vas voir qu'il y a les boutons pour corriger l'exposition, qu'on va te parler d'ISO, tu sais pas ce que c'est, on va te parler du focus, tu sais pas ce que c'est, de la vitesse d'obturation, tu sais pas ce que c'est, de savoir que quand tu shootes à une certaine vitesse, si tu shootes au-dessous de 1 centième ou 1 150e, voire 1 120e par rapport à ton focal, tu peux avoir du flou de bouger, du flou de mouvement. Tu vois, toutes ces choses-là que tu ne sais pas parce que justement, l'appareil que tu as dans les mains, que tu utilises à ce moment-là en automatique, faisait 80% de ton travail. Bon, c'était juste une petite vidéo que je voulais partager avec vous sur le sujet pendant que j'étais là en train de préparer mon sac un petit peu pour ce week-end. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous préférez plutôt l'automatique ou le manuel? Je dis pas lequel est mieux. C'est pas ça le but de cette vidéo, de dire que shooter en manuel c'est mieux que de shooter en automatique. Non. Le but c'est juste par rapport à l'apprentissage. Est-ce que vous préférez commencer à apprendre en manuel et ensuite passer en automatique? Est-ce que ça vous a aidé? Ou est-ce que vous, plutôt s'il y en a parmi vous, vous avez fait l'inverse, vous avez commencé en automatique et ensuite ça vous a aidé pour passer en manuel? Faites-moi part de vos expériences, je serais très content de vous lire et de voir qu'il y a l'autre moyen est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Dans mon entourage, en tout cas, pour l'instant, toutes les personnes qui sont passées de l'automatique au manuel ont galéré. Donc, si ce n'est pas ton cas, tu es libre de t'expliquer, de donner ton approche dans les commentaires. On reste poli, s'il vous plaît. Je rappelle, tous les commentaires qui seront désagréables vont être supprimés. Ça fait longtemps que je ne les avais pas dit ça, parce que voilà, ça a fonctionné de vous l'avoir dit avant, puisque maintenant, j'en ai plus. Donc, sur ce, si cette vidéo-là t'a été utile et elle peut être utile à quelqu'un, partage-la avec les autres. Balance-la, tu fais copier-coller, tu balances dans ton WhatsApp, tu balances sur ton Insta, voilà. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.